est présentée est l'illustration de la vie quotidienne et spirituelle des Indiens mayas actuels dans un village du Guatemala. Colotenango, c'est son nom, est situé à l'ouest du pays, dans les montagnes appelées Cuchumatanes, à quelques 50 km de la frontière mexicaine. C'est une commune essentiellement indigène. Elle a une population d'environ 5000 habitants, dont 96% d'Indiens parlant un dialecte maya, le mam. Les autres sont plus ou moins métissés. On les appelle ladinos. Tous les ladinos habitent l'agglomération. Les indigènes sont éparpillés dans les montagnes. L'ensemble de la commune est administré par un maire élu, qui est très fréquemment un ladino. Aussi les indigènes se donnent-ils leur propre maire, qui, avec le premier conseiller municipal ou premier régidor, assure le maintien des traditions. Voici le paysage, le Rio Selegua. C'est la saison sèche. L'autobus qui vient tous les jours du chef-lieu du département Huehuetenango passe le Rio Selegua à gué. Le village et son église. C'est samedi, jour de marché. Des centaines, quelquefois des milliers d'indigènes viennent de tous les environs vendre leurs produits et acheter ce dont ils ont besoin. Le marché se tient sur la grande place entre la mairie et l'église. Voici une indigène. Selon la coutume, elle porte son bébé dans une grande écharpe appelée cargador. On vend des sacs, des cordes, des lassos. La boucherie. Chaque indienne porte le costume spécifique du village auquel elle appartient. Le marché est très animé. C'est un continuel va-et-vient qui déborde dans toutes les rues. Chonte. Vous allez voir quelques aspects de la vie quotidienne à Colotenango. Tout d'abord, les maisons. Cet Indien est un chiman, c'est-à-dire un prêtre indigène. Il brûle du copal, ce qui correspond à l'encens des services catholiques. Ce petit bâtiment est un temazcal. On y prend des bains de vapeur. À l'intérieur, il y a un tas de pierres. On chauffe ces pierres à blanc dans l'après-midi avec un feu de bois. Vers 5 heures, quand le travail de la journée est terminé, on jette de l'eau sur les pierres brûlantes pour provoquer un dégagement de vapeur et on ferme la porte pour conserver la chaleur. Une petite fille entre pour prendre son bain. Ici, une tisserande est en train d'ourdir sa chaîne. Le tissage joue un très grand rôle dans la vie des femmes. Chacune d'elles, ou presque, possède un métier à tisser. Le métier traditionnel est portatif. Il est assez étroit et on ne peut tisser dessus que des laies de 60 cm de large au maximum. Avec cet instrument, les femmes font des bandes de coton, les unes à rayures, d'autres avec des motifs incorporés si compliqués qu'on les prendrait pour des broderies. Avec ces bandes, elles confectionnent assez sommairement leur corsage aux huipil, leurs jupes, leurs ceintures, leurs écharpes, etc.
Cet Indien fabrique un objet en terre cuite. Jadis, la fabrication de la poterie était très généralisée et c'était un travail de femme. De nos jours, on ne fait plus de poterie à Colotenango, à l'exception d'un objet rituel qui est modelé par un homme. C'est un petit cheval avec un creux formant récipient sur le dos. La décoration se fait avec une spatule et un clou. L'artisan a même signé son objet. Le labourage a lieu en saison sèche. La charrue est tirée par une paire de bœufs. L'homme est au soc, sa femme dirige l'attelage parce que la terre est trop pierreuse pour aller tout droit. Ce cortège se dirige vers le cimetière pour enterrer une femme. Le cercueil est porté par des hommes. Une femme suit avec le métier à tisser de la défunte. Le chemin monte car le cimetière est situé 200 mètres au-dessus du village. Une fois arrivé, il dépose le cercueil dans une petite construction, tandis que les parents ouvrent le caveau familial. La plupart des Indiens sont enterrés en pleine terre, mais la morte appartenait à une famille relativement aisée qui possède un caveau. Le cercueil est amené devant le caveau. On l'ouvre encore une fois pour y déposer des objets qui appartenaient à la défunte. Celle-ci est enveloppée dans la natte sur laquelle elle dormait de son vivant. On y met quelques objets, le métier à tisser, des aliments, quelques pièces de monnaie pour le voyage dans l'au-delà. Quand vient le 1er novembre, tout le village se rend au cimetière pour célébrer la Toussaint. Il y a beaucoup d'allées et venues sur le chemin. On apporte des fleurs jaunes, les fleurs des morts, ainsi que des provisions de bouche. Chacun va s'installer sur la tombe de sa famille, pleine terre ou caveau. Il y dépose les fleurs, ainsi que les provisions, galettes de maïs appelées tortillas, pâtes de semoule de maïs ou tamal, fruits, surtout des oranges et des limons. Cette nourriture n'est pas destinée aux vivants, mais aux morts. Depuis 15 jours, dans les maisons, on a mis de côté une part des aliments pour les morts de la famille. Plusieurs orchestres de marimba sont montés au cimetière. Les familles qui veulent faire plaisir à leurs disparus paient les musiciens pour qu'ils jouent un morceau ou deux près de leur tombe.
Chaque morceau coûte 5 centavos. Un vieil Indien à peu près aveugle dit des bribes d'office catholique en latin. C'est Pascual Domingo. Il fut un temps maire du village et il est très populaire. Il sait les répondre à la messe des morts et nombreux sont les gens de Colotenango, y compris des ladinos, qui lui demandent de les réciter devant leur tombe. La musique de violon et de guitare est spécifiquement la musique des morts. Le curé de la paroisse désapprouve cette célébration un peu païenne de la Toussaint. Il ne va au cimetière que le lendemain 2 novembre, jour des morts, accompagné des dévots du village. Ces jeunes filles qui balaient la place devant l'église font disparaître les fleurs jaunes dont les Indiens avaient décoré le parvis pour la Toussaint. Le mois de décembre amène la fête des fleurs. C'est un des épisodes du changement de municipalité. Les employés municipaux dont le mandat vient à expiration à la fin de l'année sont réunis chez le premier régidor. Ils font des bouquets qu'ils porteront à leurs remplaçants pour leur signifier leur nomination. Le prêtre indigène ou chiman prie devant l'église pour que les fleurs soient bien accueillies par leurs destinataires. On porte les fleurs dans l'église, mais le chiman reste dehors. Le curé lui a interdit l'accès de l'église. Les fleurs sont transportées en procession aux points les plus importants du village, où le chiman répète sa prière en brûlant du copac. Station à la croix de la grande place face à l'église. Les bouquets plus riches qui contiennent des fleurs blanches et rouges sont destinés aux employés du plus haut rang, au premier régidor et au premier maire. Nouvelle halte au petit pont qu'on appelle l'ombilic du village.
Le Chiman récite sa prière et asperge le copal avec de l'eau de vie qui fait fonction d'eau bénite. Lui-même en prend une gorgée. Retour à la maison du premier régidor qui va faire porter les fleurs aux personnes désignées pour former la prochaine municipalité. Les harangues dites parlamentos se font les derniers jours de l'année devant les employés municipaux réunis autour de la table du maire. Le petit cheval en terre cuite est sur la table. Dans le récipient qu'il porte sur le dos se trouve de la braise où les officiels allument leurs cigarettes. Le discoureur officiel appelé en mam comme Altepillos distribue des fleurs à tout le monde. Il s'adresse ensuite à chaque catégorie d'employés. Il leur rappelle les devoirs incombant à leur charge. Après les discours, la fête commence. On offre une boisson appelée patachte qu'on ne boit que dans certaines occasions traditionnelles. C'est une bouillie de maïs dans laquelle on a écrasé des graines de cacao sauvage. On le sert dans des calebasses. On offre aussi des petits tamales enveloppés dans des feuilles de maïs. La costumbre est terminée, les autorités municipales s'en vont. Le 30 décembre est le jour du lavage des bâtons. Les bâtons symbolisent le pouvoir. Tous les employés responsables ont la garde d'une gerbe de bâtons qu'ils déposent dans un coin de leur maison. Quand vient le temps de la passation des pouvoirs, ils lavent leurs bâtons au Rio Selegua. Ils remplacent ceux qui sont abîmés pour ne remettre à leurs successeurs que des bâtons en bon état. La prochaine grande fête est celle de la Chandeleur au début de février. C'est à cette date que se tient la foire à bestiaux qui dure plusieurs jours. On y vend des chevaux et des vaches plutôt maigres. Au marché se retrouvent des Indiens de tous les villages des environs. Les hommes à pantalons quadrillés sont de Todos Santos. Ces jeunes filles, un peu coquettes, de San Ildefonso Ixtahuacán.
La fête est organisée par une confrérie, comme toutes les célébrations catholiques. La veille, on se réunit chez le chef de la confrérie où a lieu un bal masqué. Deux couples d'Indiens de Colotenango et deux de Chimaltenango, reconnaissables à leur costume, exécutent des danses grotesques, destinées à convier la population à venir en foule à la fête du lendemain. Le rôle des femmes est tenu par des hommes déguisés. Turn up tomorrow at the fiesta. The female parts are played by men in disguise. Couples stream out and go to dance in several different parts of the village. During this time, the market is in full swing. This woman, wearing a many-colored huipil, comes from San Gaspar. For the occasion, a statue of the Holy Virgin has been brought out of the church. It has passed the night in the house of the head of the Brotherhood. Now it is taken back to the church. The members of the various Colotenango Brotherhoods are following in procession and are wearing their distinctive badges. The inhabitants of the nearby village of Santa Barbara are wearing the image of their patron saint. According to the tradition, Santa Barbara pays a yearly visit to the Virgin of Colotenango on Candlemas Day. The representative of Santa Barbara is welcomed at the home of his counterpart, Colotenango. Santa Barbara is having her hair redone. In the square, the fiesta is getting into full swing. The followers of Santa Barbara start out, accompanying the statue in its visit to the Virgin of Colotenango. The procession from Ixtahuacan comes next, also carrying images of its own patrons. The Virgin of Colotenango greets her visitors on the threshold of the church and embraces them. The next day, the grand procession takes place. The heads of the brotherhoods are following the statues of their saints.
The Virgin of Colotenango is carried on a turnpike. For some people, the procession is not the main attraction of the fiesta. They prefer drinking and dancing. They are determined to continue drinking until they fall down in a dead stupor. They keep at it, hoping to forget their unhappy condition for a few hours. The more violent among them are led to the local jail. For bail, they will have to pay 2 quetzals, that is to say, $2. The drama of the Passion of Christ is acted out on Good Friday by the Ladinos. Some Indians also take part in it. The Jews are searching for Jesus Christ. ¡Muera Cristo! ¡Muera Cristo! ¡Muera Cristo! ¡Muera Cristo! ¡Muera Cristo! One of the thieves is caught. He is bound and thrown into prison. A cabin made of leaves represents the prison. Judas is discovered. The character of Judas appears at all the feasts during Holy Week. On Saturday, an effigy representing him is burnt at the stake. Here is Judas wearing a mask and holding a wildcat in his hand. The search for Jesus goes on. At last, Jesus is discovered and taken prisoner.
Mary Magdalene throws herself at his feet. He blesses her. The agony begins. Jesus collapses under the weight of the cross. A halt by a well. The road to Golgotha. Three crosses are erected in front of a chapel called Calvario. The thieves climb up onto their crosses, but not before having tested their stability. The crucifixion. Soldiers cast lots for his clothes with a bone dice known to the Indians by its Spanish name, taba. The dead body of Christ is carried into the church, but this time it is a statue. The Passion Play is condemned by the local priest, who is a missionary of the Maryknoll order and who has been sent to Colotenango from the United States. In opposition to this secular drama, what he has done is to organize Stations of the Cross in the village. On this occasion, he brings statues of Christ and of the Holy Virgin out of the church. The statues embrace, as they do during the feast organized by the Brotherhood. Among all the costumbres, as these feasts are called, the most important celebrated in Colotenango throughout the year are those whose object is to bring rain. They begin on the 1st of March and last until May. The beginning is marked by the arrival in the village of a quail and a pigeon, carried in a little cage. A cock is sacrificed in their honor. Another ceremony takes place some weeks later on Mount Huicanelai. This mountain is almost 10,000 feet high. The essential part of this ceremony is the invocation of spirits. A chiman pitches a tent. It will serve to isolate another chiman, the spokesman for the spirits, from the crowd. These little girls are not here out of idle curiosity. All appeals for rain must be made in the presence of a group of virgins. Another chiman is unwrapping his bundle of copal. He is purifying the tent by sprinkling aguardiente over it. His colleague is covering the tent with a blanket, and then he enters. He is about to call upon the spirits from the interior.
If mean to خلق تاخذ دون شيء تمارا هون سكريتي خلق تاخذ كأنان جدي إيش عشان كونان زي وما يتمار أخمال The public dances around the tent. When the spirits speak through the mouth of the chiman, they stop and listen. A high-pitched voice is heard. It is the voice of Mother Khan. She upbraids the people of Kolotinango for not respecting her. She threatens to abandon them. This very day the sowing begins. Each field must be sown in one day. Therefore, neighbors help one another. The sowing is done by simply placing a few grains in a hole. But as the soil is very dry, a deep hole must be dug in order to reach some moisture. The last great prayer for rain takes place in the beginning of May. It continues for several days. The Virgin Mary and Saint Joseph must see the whole area in order that they may take it under their protection. The statues are carried in procession to the summit of every hill commanding a broad vista. At each stopping place, a costumbre is held. The two chiman recite a prayer as they burn copal.
The statues are turned round to face every direction so that they may have a good view of the whole countryside. Finally, the statues were carried up to the highest peak of the territory, a summit of the Sierra, 11,500 feet high. One must cross the Rio Selecua to arrive there. When the procession passes in front of the house, the owner bids the people stop, and he offers them refreshment. From time to time, the Virgin's hairdress is rearranged. Faithful followers are bringing offerings to the images, tomatoes, pimentos, oranges, and even a few coins. The Chiman sacrifices a cock. They continue climbing. These girls are combing their hair, which has been disarranged by the wind. The statues and their escorts, who number 40, will spend the night in this little house. It is 20 feet long by 13 feet wide. The procession continues the next morning. During the halt, the virgins rid themselves of unwanted guests. Another cock is sacrificed. The Chiman and the Chief Regidor recite a prayer. There will be an answer to the prayers. Clouds are gathering. The rain has come. From now on, it will rain every day for 6 months. By now, it is impossible for the bus to ford the river. Passengers must use the suspension bridge. The countryside is green once more. Corn is growing, and soon it will be ripe. Mother Corn has not forsaken her children. Once again, the miracle of rain has occurred, as it has done for many centuries, and a new cycle has begun.